Bonsoir. Depuis le début de cette crise sanitaire, s'il y a bien un secteur qui a été fortement touché, c'est bien celui du transport des marchandises. Des biens de consommation très demandés de par le monde qui, du jour au lendemain, deviennent carrément indisponibles. Entre la fermeture des frontières, l'arrêt du trafic aérien et du transport maritime, rajouté à cela la situation en Chine, c'était tout bonnement catastrophique. Ça, c'était au début. Depuis, les choses se sont, on va dire, légèrement améliorées au fur et à mesure. Où en sommes-nous aujourd'hui, presque 2 ans depuis cette crise sanitaire? La chaîne d'approvisionnement suscite-t-elle toujours autant d'inquiétudes? La configuration logistique internationale a-t-elle changé ou est-elle en train de changer? Les surcoûts sont-ils toujours d'actualité? Quid de l'Algérie, bien sûr, entre le maritime et l'aérien, qui a été le plus touché, qui a eu le plus d'impact sur notre économie? Autant de questions que nous poserons aujourd'hui à nos invités. L'émission de ce soir est intitulée « Le fret face à la tempête Covid ». Bienvenue dans Insight. Deux experts aujourd'hui avec nous, un dans le maritime, l'autre dans l'aérien. Abdellah Serraï, expert transport maritime. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Également, nous avons Chakib Belaïli, qui est aussi à la tête d'une compagnie aérienne Air Express privée. Il vient nous en parler tout à l'heure. Nordine Azouz, également directeur rédaction reporter. Merci d'être avec nous, Nordine Azouz. Merci à vous, bonsoir. Merci. Et bonsoir, Chakib Belaïli. Merci, c'est Ahmed. Merci. Alors, depuis la crise sanitaire, le transport international des marchandises a été profondément impacté, on vient de le dire en préambule. Revenons sur la genèse de cette perturbation. Qu'est-ce qui a changé depuis, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui ne sera plus comme avant? Abdellah Serraï. Ok, merci. D'abord un peu bref historique pour se rappeler un peu comment les choses se sont passées. Nous sommes en mars 2020, pratiquement le monde découvre la pandémie et s'arrête en même temps, sauf en Chine où les choses se sont passées quelques mois avant, décembre notamment 2019. Et donc ce monde s'arrête, je ne dis pas le transport maritime ne s'est pas complètement arrêté, mais les usines étaient fermées, les ports étaient également fermés, le transport aérien est complètement fixé au sol. Donc voilà un peu la situation en mars 2020. Quelques mois après, en septembre-octobre 2020, évidemment, les choses commencent un peu le monde se réveille. C'est comme un boxeur, il était complètement un peu dans les vapes, et puis on se réveille et on essaye donc d'approvisionner les populations dans les meilleures conditions. Alors, ce qui se passe, c'est que l'approvisionnement, heureusement ou malheureusement, en fait, se fait à partir de la Chine, qui est l'atelier du monde. Ouais. Et donc, tous les navires doivent aller en Chine avec des conteneurs vides pour ramener les conteneurs pleins. Et là où ça commence, c'est à ce moment-là, en septembre-octobre 2020, que les choses commencent à devenir très sérieuses en matière de fret maritime. Donc, les ports et les usines étaient à l'arrêt, les conteneurs vides étaient bloqués et les conteneurs pleins. Les armateurs également, entre-temps, avaient désarmé un certain nombre de navires, c'est-à-dire mis à l'arrêt leurs navires. Donc, ces deux facteurs conjugués font que
à partir d'octobre 2020, les prix vont s'emballer. C'est un peu la loi de l'offre et la demande. La demande est très importante, l'offre est très minime de transport maritime et les choses, évidemment, commencent à s'emballer à ce moment-là. D'accord. Alors, vous êtes également dans l'aérien. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui donner comme explication, l'impact direct sur l'économie mondiale? On va parler de l'Algérie tout à l'heure, si vous permettez. Oui. Déjà, en tant qu'acteur, quel a été vos premiers sentiments? Pour l'aérien, comme il y a eu une restriction sur les voyages, une restriction drastique sur les voyages. Donc, pour le fret aérien, puisqu'on va parler de fret, nous avons deux types le fret est pris en charge dans l'aérien de deux façons. Lorsque vous avez un avion pour les passagers, donc vous pouvez mettre du fret dans les soutes. C'est ce qui fait, normalement, ça se fait. Et donc, c'est à des coûts très bas parce que c'est un coût marginal. Et vous avez le fret qui est transporté par des avions cargo. Usuellement, dans l'aviation, quand on déclenche un avion cargo, il faut qu'on ait un marché important. Il faut remplir l'avion dans le sens aller et dans le sens retour. Mais là, du fait que la plupart des avions passagers étaient cloués au sol, 95% de la flotte était pendant un certain temps clouée au sol, donc il y a eu nécessité d'utiliser les avions cargo. Et de ce côté-là, il y a eu quand même une augmentation de l'activité pendant un certain temps, parce qu'il fallait transporter aussi le matériel médical, les vaccins, etc. Donc on peut dire que pour le fret aérien et la partie cargo, il y a eu quand même une augmentation à peu près de 10%. Et nous sommes, à la fin de cette période, les chiffres sont supérieurs à ce qu'ils étaient avant la période de Covid. Alors, Nordine Azouz, c'est vrai que c'est vraiment un des secteurs qui a été fortement impacté avec la crise sanitaire. Absolument. Vous parliez tout à l'heure de Genèse. La Genèse, je crois qu'elle est connue de tous. C'est le récit de la pandémie et de la quarantaine. Nous avons eu, fin 2019, la déclaration d'un foyer de contamination au SARS-CoV en Chine, à Wuhan. Ce virus s'est répandu d'une manière vertigineuse dans le monde. Et première conséquence a été que l'impératif s'est tout de suite posé à tous les gouvernements. Première réaction, première mesure, c'est commencer d'abord par empêcher, voire interdire le mouvement qui était traditionnel en ce qui concerne la circulation des biens et des marchandises. Ce qui a eu encore comme effet de pratiquement réduire l'activité industrielle à tous les niveaux et à tous les segments. Et ça a produit un effet d'impact extrêmement important. On peut même parler de secousses de forte magnitude. Et depuis 2019, on a eu une année 2020 qui était pratiquement une année négative, pour ne pas dire catastrophique, en ce qui concerne le commerce aérien et le commerce maritime, dont le fonctionnement a été complètement perturbé, de bout en bout, parce qu'en amont, on a eu des industries qui ont été paralysées, certaines ont été mises carrément à l'arrêt, et comme le transport dépend à tous les niveaux de l'outil de production de l'industriel, il s'est retrouvé lui aussi complètement perturbé. Et pour utiliser encore une image, si vous voulez, c'est-à-dire que lui-même a été virusé. Donc, récit, pandémie, quarantaine. Ensuite, il y a eu un effet boule de neige qui a bouleversé complètement le fonctionnement naturel et ordinaire qu'on connaissait du commerce aérien et du commerce maritime avant 2019. Avec, bien sûr, un impact économique redoutable. On pourrait revenir dessus après, puisque on a eu même des armateurs, puisqu'on parlait de fret maritime, qui ont été obligés d'arrêter, de cesser leur activité. L'aérien a été complètement paralysé, et les images qu'on a eues d'aéroports fermés, d'avions cloués, est resté quand même dans les mémoires. Juste un mot, pour parler de Genèse, il faudrait savoir que depuis 2019, on est en présence d'un marqueur. On parle aujourd'hui d'un monde post-Covid, comme on parle d'un monde anti-Covid. Donc il y a un marqueur qui va séparer entre les opérateurs et même les pays et les États qui vont pouvoir gérer
plus ou moins convenablement l'impact Covid, et d'autres qui auront un peu plus de difficultés à s'en sortir et à pouvoir, disons, monnayer leurs ressources pour revenir au niveau auquel ils étaient en 2010. Alors, vous me tendez la perche, Nordine Azouz, justement pour poser cette question. L'avant-Covid, l'après-Covid, il y avait des pratiques internationales en matière de fret maritime et aérien avant la crise sanitaire, et tout le monde s'y est habitué depuis des années. Depuis cette crise, qu'est-ce qui ne sera plus comme avant? Certainement, beaucoup de choses, si je peux me permettre. Abdallah, si vous voulez, avant Covid, je parle du transport maritime. Le transport maritime était, j'allais dire, un transport client. C'est-à-dire que le client, entre guillemets, était un peu roi. Il commandait sa marchandise, il commandait son transport maritime, etc. Maintenant, avec l'après-Covid, on le vit aujourd'hui, c'est l'inverse. Disons, c'est en fait un marché armateur plutôt que marché prestataire ou le client. Donc le client s'adapte à ce qu'il y a comme transport. Il ne peut pas faire autrement que s'adapter. Alors, je parle des délais, par exemple. Je prends le cas le plus frappant. C'est à partir de Chine, avant Covid, le client pouvait, en l'espace de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois au maximum, recevoir sa marchandise en Algérie, par exemple, puisqu'on parle de l'Algérie. Aujourd'hui, les délais sont beaucoup, beaucoup plus longs. D'abord, je ne parle pas des prix, d'abord les délais. Pour pouvoir disposer de sa marchandise, les délais vont entre 3 et 6 mois, facilement. Donc, pour avoir sa marchandise... Donc vraiment 2 fois, 3 fois plus. 3 fois le délai habituel. Le délai habituel. Si vous permettez, je passe au niveau des fret maritimes. Comment ont évolué les fret? Le prix du transport maritime, il y a 2 choses à distinguer. Il y a les conteneurs d'Asie et le reste, les marchandises générales. Pour les conteneurs à partir d'Asie, je prends le cas de l'Algérie, ça a été multiplié par 10. Carrément. Nous étions à peu près à 2000, 2500 dollars, par exemple, pour un 40 pieds. Aujourd'hui, nous sommes à 20 000 dollars pour un 40 pieds. Je dis bien 20 000 dollars. Et parfois, la marchandise qui est à l'intérieur du conteneur ne vaut pas le prix du transport. Elle est inférieure à 20 000 dollars, par exemple. Donc là, c'est au niveau ça des complique frais, complètement les règles du commerce. Ça complique et ça complique. De toute façon, il y a quelqu'un qui va payer en bout de course. On reviendra. C'est le consommateur. C'est clair, c'est le consommateur. Et évidemment, ça c'est le citoyen qui va payer. Je parle par exemple au niveau des j'ai lu dernièrement le compte rendu de la FAO, par exemple, qui conclut que les prix des produits agricoles pour l'après-Covid, en 2021, ont été, si vous voulez, augmentés de 30 à 35%. Donc c'est déjà énorme, je dis bien pour les produits seulement agricoles, donc vis-à-vis du citoyen. Donc voilà un peu les conséquences que nous allons vivre, en fait, que nous sommes en train de vivre et que nous allons continuer à vivre, malheureusement, pour l'après-Covid. Donc c'est un changement radical. C'est quasiment la même chose pour l'aérien? Non, pour l'aérien, nous ne sommes pas dans la même configuration. La même configuration. Là, c'est Abdallah a parlé beaucoup de fret. Bon, les volumes de fret transportés par l'aérien ne sont pas comparables aux volumes de fret transportés par le maritime. Par contre, les compagnies ont été sévèrement touchées. Il y a eu des milliards, je peux vous donner quelques chiffres. Et donc, il faut s'attendre qu'après le Covid, après cette crise du Covid, le transport aérien va être aussi complètement restructuré. Il y a des compagnies qui vont disparaître. Les compagnies sur le moyen courrier, les compagnies low cost, vont certainement avoir une part plus importante du marché. Si on prend un peu l'Europe, actuellement les compagnies low cost sont à 42% du marché, moyen courrier, court moyen courrier. Et il faut s'attendre qu'après cette crise, que les compagnies low cost qui se portent très bien financièrement par rapport aux compagnies classiques, vont prendre certainement plus de 50% du marché. C'est les vraies compagnies low cost, parce que comme on dit low cost, on est low cost, on ne le devient pas. Parce que les compagnies classiques essayent de créer des filiales low cost,
mais elles ont toujours tendance à... Ah, c'est un métier, carrément. C'est un métier, oui. On est low cost, comme on ne devient pas. Donc là, il y aura une restructuration du marché. Il y a les compagnies américaines, les grandes compagnies américaines qui supportent le choc, mais quand même, le gouvernement américain est obligé de mettre la main dans la poche pour donner un peu d'argent sous différentes formes. Il y a les compagnies européennes, les grandes compagnies européennes où aussi les gouvernements sont obligés de financer sous forme de prêts à long terme ou de prêts garantis. Et maintenant, il y a les compagnies low cost comme Ryanair ou EasyJet qui se portent très bien et qui, on vient de le voir, puisque Ryanair vient de commander 200 Boeing. Donc, c'est des sommes très importantes. Si on prend, c'est des gens, maintenant les compagnies low cost, si on prend Southwest, transportent plus de 100 millions de passagers par an et possèdent 700 avions. Donc, vous voyez, c'est quand même des... Donc, nous assistons carrément à une restructuration, à une reconfiguration du secteur aérien. Et il ne faudrait pas que notre pays demeure en reste dans cette transformation. D'accord. Vous attendiez à ce genre de chiffres, oui, Nordin-Azouz ? Ce qui a changé depuis, c'est l'état de santé des opérateurs. Gros, moyen ou petit. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui cumulent des manques à gagner et des pertes colossales pour lesquelles il va falloir trouver des solutions. Vous me direz que, la variable d'ajustement sera probablement l'emploi, certainement, oui, pour certaines entreprises, comme on le voit aujourd'hui en Europe, mais pas uniquement. Ce sont des bons de commande qui sont complètement chamboulés, revus, des plans de renouvellement des flottes, par exemple, que ce soit dans le maritime ou dans l'aérien, qui sont remis en cause complètement, des projets d'investissement qui étaient sur la table, et qui devaient être concrétisés rapidement, on les met de côté. Et puis, vous avez autre chose aussi, c'est que il n'y a pas que les opérateurs du maritime, de l'aérien qui ont été impactés. Oui. Ça, c'est l'effet immédiat dont on parle aujourd'hui. C'est que vous avez de plus en plus d'États, dans le nôtre d'ailleurs, parlent de relocalisation. Parce que la grande leçon de la pandémie, c'est qu'on s'est retrouvé devant un modèle qui était en cours dans le cadre de ce qu'on appelle la mondialisation. Bon, il y a un débat sur ça. Il s'est trouvé que, avec la perturbation et la secousse de forte magnitude qui a touché le commerce aérien et maritime, on s'est retrouvé à court parfois de matières premières, de constituants pour les outils productifs des pays, etc. Tout ça, c'était fini. On ne pouvait pas les avoir. Il fallait, comme disait M. Serré, attendre parce que les délais de livraison et d'attente se sont allongés à l'envi. Et on s'est retrouvé avec parfois un outil productif qui était en panne ou en attente d'une matière première. Ça a fait qu'aujourd'hui, le grand débat, c'est s'il ne faut pas relocaliser certaines activités qui étaient considérées comme pratiquement admises, qu'il fallait les sous-traiter en Chine ou ailleurs. Le cas le plus emblématique, bien sûr, vous le savez, c'est l'industrie pharmaceutique, qui est devenue aujourd'hui une question stratégique et qui a animé et qui continue d'animer d'ailleurs les débats, non seulement au niveau des gouvernements partout dans le monde, mais aussi au niveau des opérateurs. Et là, on assiste aujourd'hui pour ceux qui ont déjà commencé à relocaliser à une dynamique de recentrage vers les pays de consommation, et pour ceux qui ne sont pas encore préparés, qui réfléchissent, et la perspective, c'est de pouvoir leur relocaliser certaines activités. C'est très important ce qui vient de se passer. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a changé? Donc, il y a un changement immédiat qu'on est en train de voir, et qui sont bien sûr les pertes économiques subies par les opérateurs aujourd'hui, qui sont très très importantes, et dans l'impact, je pense, n'est pas encore suffisamment mesuré, parce que 2002, je pense que ça va être une année test. Pour ça, c'est vrai qu'en 2021, on a eu quelques estimations, mais 2002, je pense qu'on aura davantage... année charnière, on va dire. Voilà, une vision plus claire. Il y a un dernier point, ce qui a changé aussi, c'est le prévisionnel. C'est qu'auparavant, par exemple, un opérateur pouvait se permettre de tapoter sur son laptop et de commander une quelconque marchandise ou une quelconque matière première. Il n'est pas sûr de l'avoir à temps prévu. Conséquence aujourd'hui, et là je parle sous le contrôle de M. Serry, vous avez un emballement, par exemple, du marché du prix spot pour le conteneur. Et vous avez des chiffres à donner le tournis, alors qu'auparavant, les chiffres étaient
plus ou moins normé, plus ou moins établi, parce que le marché n'était pas perturbé au fond. Aujourd'hui, vous avez... pourquoi ? Il faut peut-être expliquer ce que c'est que le prix spot. Bon, littéralement, c'est au comptant. Mais en fait, chez les opérateurs maritimes, c'est une négociation au bout de 30 jours. Et là, on assiste, moi je regardais tout à l'heure les chiffres, on assiste quand même à un phénomène inédit. Exceptionnel. Voilà, où les gens jouent comme au casino, par exemple. Hein. Voilà. Il faut dire Une réaction ? Oui, il faut dire qu'on ne peut plus acheter le transport maritime à terme. Voilà. Le transport maritime, aujourd'hui... C'était impensable il y a quelques temps. C'était impensable. Parce que ça fonctionnait comme ça. Il y avait des contrats sur 2 ans, 3 ans d'importation de marchandises, enfin de contrats de transport maritime. Aujourd'hui, c'est plus possible. Si déjà vous pouvez acheter à 1 mois, vous êtes le champion du monde. Donc voilà. Je voulais retourner sur une chose. J'avais parlé du conteneur, j'ai dit c'est à peu près 10 fois chez nous l'augmentation des tarifs. Mais j'ai omis de parler de tout le reste, des marchandises générales, le blé, le fer. Là aussi, il y a une augmentation très nette du prix du transport. Elle est de 2 à 3 fois plus supérieure par rapport à l'avant-Covid. Pouvez nous expliquer déjà cette hausse des prix exemple de l'Algérie, un conteneur qui coûtait $2 000 il y a 2 ans avant la crise, et maintenant il est à $20 000, donc x10. À quoi est due cette augmentation soudaine ? Je l'ai dit, c'est la rareté des navires, la rareté des conteneurs. Évidemment. Forte demande et... Une demande énorme par rapport à une offre qui est, minime en matière de transport maritime. Et c'est le jeu de l'offre et de la demande. Et fatalement, les prix sont très élevés. On reviendra peut-être par la suite sur les super profits engrangés, parce que ces prix-là vont quelque part. Le prix de revient, lui, n'a pas beaucoup changé. Mais ça chamboule toutes les règles du commerce. Ça chamboule toutes les règles. Il y a de quoi se poser des questions. Comment ils font entre producteurs, exportateurs? C'est un imbroglio qui n'arrive pas à trouver. Je connais des grandes sociétés qui, pratiquement, sont au bord de la faillite à cause d'engagements pris avant Covid. Et puis, ils se retrouvent dans une situation pareille, avec une augmentation du fret, soit de 7 à 10 fois, ou bien même de 2 à 3 fois. Là, c'était impensable il y a quelques années. Hein. Je peux poser une question à M. Abdallah. Pourquoi la rareté des moyens de transport? C'est les mêmes moyens de transport en quantité. Alors, c'est une question importante. Je l'ai dit tout à fait au début. C'est la rareté des moyens de transport et la rareté des conteneurs. Parce que nous avions pendant, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des ports qui sont fermés. En Chine, aujourd'hui, vous avez 2 ou 3 grands ports qui sont fermés. Donc, on ne peut pas y accéder. Les bateaux font la chaîne, si donc vous voulez. Donc, c'est la chaîne logistique C'est la chaîne logistique qui a été complètement perturbée. Et fatalement, ça se répercute sur tout le reste. Donc, les conteneurs étaient piégés, entre guillemets, dans des usines, dans des ports, etc., conteneurs vides, piégés en Europe, aux États-Unis. Et le vide ne revient pas. Ne revient pas en Chine, et fatalement, donc, il y a un déficit. Et on peut clairement parler aussi d'un dysfonctionnement, aussi bien au niveau des ports que des aéroports. Absolument. Les deux étaient huilés, habitués à un certain niveau d'activité. Un niveau d'activité, à un rythme d'activité, et du jour au lendemain, plus rien. Voilà. Donc aujourd'hui, comment ça redémarre? Alors, je parle du maritime. Disons, au dernier trimestre 2021, les prix commençaient un peu à fléchir. Les prix du transport maritime. Hein, on était à peut-être 14 000 ou 15 000 $. Mais depuis fin décembre et janvier, les choses sont remontées. C'est un peu le jeu de yo-yo. Ça remonte parce qu'il y a des soucis en Chine. Vous avez des ports qui sont fermés en Chine. Vous avez également, il y a les Jeux olympiques de Pékin en début février 2022. Et évidemment, le gouvernement chinois veut avoir la maîtrise de la situation. Et fatalement, dès qu'il y a un foyer, même un petit foyer, on ferme toute la zone. Et automatiquement, ça se répercute sur les transports, ça se répercute sur les prix du fret maritime. C'est-à-dire aujourd'hui, le baromètre, c'est la Chine. C'est le baromètre, ça reste la Chine. Qu'on le veuille ou non. Au niveau du transport maritime, le baromètre, ça reste la Chine. Parce que la plupart des conteneurs, malheureusement, viennent de Chine. C'est l'atelier du monde. C'est ça. Monsieur Belaïli, pour ce qui est des aéroports?
Dans tous les aéroports, on parle beaucoup des compagnies aériennes qui ont perdu des sommes très importantes, abyssales, mais on ne parle pas des aéroports aussi. Les aéroports dans le monde sont presque aussi en état presque de faillite. On ne parle pas des opérateurs qui gèrent la circulation, qui gèrent la navigation aérienne, qui n'ont pratiquement, il n'y a pas eu pendant longtemps des survols. Donc tout ça combiné. Mais on parle des compagnies aériennes parce que nous avons l'IATA, si vous pouvez, je peux vous donner quelques chiffres. À partir du moment où on a eu ce virus, donc ça a généré un manque à gagner de 253 milliards de dollars pour les compagnies mondiales et 71 milliards de pertes. C'est les données d'IATA. C'est des données d'IATA. Pratiquement, on pense que des compagnies importantes chiffrent entre 25 à 30 compagnies qui vont être carrément en faillite. Maintenant, je vous ai dit quelles sont les compagnies qui étaient les plus touchées. C'est les petites compagnies qui ont moins de 50 avions. Ensuite, il y a les compagnies classiques. Mais là, je pense que l'État va mettre la main à la poche et donc va financer sous différentes formes. Et les compagnies les moins touchées, c'est les compagnies les plus dynamiques qui réagissent très vite, qui peuvent s'adapter très vite et qui ont déjà une très bonne trésorerie, comme Ryanair ou EasyJet. Les low cost qui redémarrent d'ailleurs de plus belle. Qui redémarrent très bien. Maintenant, le virus vient de la Chine, mais il y a une note d'optimisme qui vient de la Chine aussi, parce que pratiquement en Chine, maintenant, le transport aérien domestique pratiquement est complètement est revenu à son niveau d'avant, avec des prix normaux. Donc, ça peut se répercuter éventuellement. Ça peut se répercuter peut-être sur les autres pays. Ouais. D'accord. Alors, Nourdine Azzouz, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de poser la question suivante? Les règles du commerce mondial risquent-elles de changer avec cette perturbation de fret? Il y a un constat déjà, c'est que les règles du fonctionnement du commerce aérien et maritime ont totalement changé. On pense que c'est conjoncturel, puisque les prévisions possibles et optimistes disent que le plus dur de la pandémie est derrière nous et que, bon, Omicron, en dépit de son potentiel de contamination, reste quand même moins, contagiosité et moins virulent. Reste moins morbide et moins létal que le Delta. Donc ça, c'est le premier constat. Avant de répondre à votre question, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, ce sont les coûts et les tarifs. Le coût d'expédition d'un conteneur aujourd'hui est multiplié par N+1, j'allais dire. Bon, j'exagère un peu, mais ce n'est plus les chiffres, ce n'est plus ce que payait par exemple un opérateur comme Sierra avant 2019. Vous avez un cabinet qui s'appelle Drewry Shipping, M. Sierra, et qui surveille pratiquement au jour le jour l'évolution des prix. Ce sont des bons, parfois de 50, 60, jusqu'à 70% le coût d'expédition du conteneur. C'est d'un impact extraordinaire et redoutable sur les opérateurs, l'état de santé de leurs entreprises et puis aussi sur il a eu raison tout à l'heure de parler du client parce que ça a aussi un impact sur le consommateur final. On parle beaucoup en ce moment, et ici on a abordé la question de l'inflation. C'est un des aspects qui explique aussi cette poussée inflationniste que nous sommes en train de vivre de par le monde, et ici en Algérie. Donc c'est quelque chose qui est de très forte magnitude. Maintenant, bien sûr, il y a des opérateurs qui arrivent quand même à dégager des ressources et à gérer de façon plus positive que d'autres et arrivent encore à sauver les meubles, pour reprendre l'expression d'usage. Mais beaucoup sont en train de souffrir et 2022 risque d'être une année de bilan de dépôt de bilan pour beaucoup d'opérateurs. Très bien. Juste un mot. Tout à l'heure, M. Sierra a utilisé une image très parlante, c'est celle du boxeur. C'est vrai que le monde économique aujourd'hui dans le monde, c'est l'image du boxeur qui sort groggy après un knockout. Et là, même avec la reprise aujourd'hui, parce qu'il y a une reprise aujourd'hui, on n'est plus dans le schéma de 2019, on n'est plus dans le schéma de 2020. La reprise fait que tout le monde veut être présent sur le terrain. Conséquence, très forte demande, mais en face, vous avez toutes les prestations de services qui étaient offertes,
qui sont complètement perturbés. Et du coup, moins de conteneurs, parce que accès difficile aux usines chinoises, accès difficile aux sites portuaires et aéroportuaires en Chine. Tout à l'heure, pour reprendre aussi l'idée qu'avait annoncé M. Belaïli tout à l'heure, il n'y a qu'à voir le chiffre des annulations des vols en Chine pendant la période des fêtes, qui n'est pas une fête chinoise d'ailleurs, entre le 26 décembre et le 1er, c'est des milliers d'annulations. Vous imaginez un petit peu ce que c'est comme impact. Donc, n'importe quel chef d'entreprise ou n'importe quel gérant d'entreprise, quand il a ça, donc, il va changer complètement d'abord de vision du marché et il va trouver les moyens pour pouvoir s'adapter. Encore une fois, et j'insiste pour beaucoup, la variable d'ajustement, ça va être l'emploi. D'accord. Mais pas que, puisque, mais on en parlera tout à l'heure, ce qui se passe aujourd'hui va aussi impacter la façon de faire. C'est toute une façon de faire dans le commerce aérien et maritime qui est en train, davantage dans le maritime peut-être, parce que la manutention est encore très importante, qui sont en train de disparaître. Abdallah Saray, oui. Je voulais juste dire qu'en fait, quelque part, il y a un gagnant dans tout ça. On l'espère. On parle d'augmentation de tarifs de 10 fois, vrai, de 2 fois, de 3 fois. Il y a un gagnant, évidemment. Et les grands gagnants, c'est les armateurs aujourd'hui. À titre d'exemple, je dis que l'armateur numéro 1 au monde, c'est le Danois Maersk. Pour l'année 2021, les bénéfices se montent à 20 milliards de dollars après impôt. Si ça vous dit quelque chose. 20 milliards de dollars après impôt. C'est un bénéfice. Par rapport à avant Covid, c'est un bénéfice qu'il a fait pendant les 10 dernières années. Tu vois, les 10 dernières années, il a dû faire à peu près 20 milliards de dollars cumulés. Ah, donc il a fait en un an. En un an, ce qu'il a fait en 10 ans. Ah oui, là, c'est considérable. Et tous les armateurs, c'est très, très conséquent comme le chiffre. malheur des uns fait le bonheur des autres. Évidemment, devant cette, j'allais dire, aubaine, cette bulle, en fait, on appelle ça la bulle au niveau des transports maritimes, les transporteurs maritimes, les grands au moins, ceux qui sont évidemment bénéficiaires de tout ça, sont en train d'acheter à tout va les entreprises connexes, j'allais dire, au transport maritime. Ça veut dire tout ce qui est entrepôt soudoir, enfin, entrepôt de magasinage, tout ce qui est transport terrestre, si tu veux, au niveau à partir des ports, vers tout l'interland qu'ils desservent, tout ce qui est réseau de distribution. Donc, ils sont en train d'acheter à tout va. Et même, je dis, il y a des armateurs aujourd'hui qui se sont lancés dans le transport aérien fret. Donc, ils ont acheté des aéronefs pour faire le fret aérien. L'appétit vient en mangeant ou c'est quoi ça? C'est clair. Non, ils ont une... Mais ils changent de cap, carrément. Ils ont engrangé des bénéfices énormes. Qui leur permettent de réinvestir. Qui leur permettent d'investir, de réinvestir, etc. D'accord. M. Belaïli, vous êtes dans l'aérien. Le maritime ne vous intéresse pas? Oui, ça m'intéresse. Mais on ne dégage pas des bénéfices comme ces armateurs. Non, je voulais poser une question, c'est Abdallah. Est-ce qu'il y a une prévision à quel horizon on reviendra vers une normalité? On y arrive. Ça, c'est une question très importante qui est posée un peu par... C'est pour ça que ces armateurs profitent. Bien sûr. Parce que nous avons un horizon dans l'aviation, mais... Non, l'horizon dans le maritime, il est, j'allais dire, flouté un peu, parce que, je vous disais, pour le dernier trimestre 2021, les prix commençaient à fléchir, et fin décembre, janvier... Ça réaugmente, ça augmente encore. Donc, il y en a qui disent le prix du transport maritime ne va pas descendre, mais je pense que beaucoup d'experts estiment que en 2022, il y aura une régression de 30 à 35% du prix du fret. Mais au grand jamais, nous ne retrouverons les prix d'avant Covid. Ça, c'est très bien. Il faut les oublier complètement. Définitivement. Alors, une autre question. Oui. S'il vous plaît. Vous profitez, parce que vous voyez qu'il y a un secteur maritime qui est... On n'a pas l'occasion de...
Les plus grands fabricants de conteneurs, c'est en Chine. Les Chinois. C'est en Chine, hein. C'est en Chine, ouais. C'est les plus grands, c'est pas... Alors, je C'est-à-dire pense la que Chine d'ici- s'est appropriée de tous les secteurs stratégiques. Juste un élément, Ahmed Lahri, Je si pense, vous juste permettez. pour blaguer, que c'est très d'ici la fin important. de l'émission, M. Belaïli va se transformer carrément en Ouais, maritime. Ça Non, l'intéresse. Juste un élément pour souligner ce que vient de dire M. Siari sur le chiffre C'est d'affaires. Riaï, voilà, c'est Ah oui, Riaï. pardon. Sur le chiffre d'affaires aujourd'hui engrangé par les armateurs. Il faut savoir, chiffre CMUSED, il faut savoir que 80% de ce que nous consommons aujourd'hui à l'échelle mondiale est assuré par le transport maritime. Vous imaginez un petit peu Le poids. Ah oui, extrêmement important. Alors, il reste 15 minutes, on va essayer d'aborder 2 ou 3 points importants. D'abord, on a parlé de la Chine. Est-ce qu'on va assister à une reconfiguration où d'autres pays vont jouer un rôle semblable à la Chine, plus important que la Chine, ou le géant asiatique continuera vraiment à prédominer Juste peut-être une précision avant de passer à la question qui est très importante. Aujourd'hui, dans le maritime, on assiste à un regroupement, ce qu'ils appellent des alliances. Par exemple, je vous cite le numéro 1 et le numéro 2 se sont alliés. Donc, ils sont devenus, ils travaillent ensemble. C'est une fusion Non, ce n'est pas une fusion, c'est ce qu'on appelle une alliance. D'accord. En fait, c'est une alliance. Le maritime a un jargon extrêmement riche, donc Non, vraiment vous demandez de techniquement- nous ménager, monsieur. Non, techniquement, on appelle ça alliance pour ne pas avoir recours à des autorisations des États. Mais en fait, quand on voit dedans, qu'est-ce qu'il y a dans l'alliance? Il y a même des commandes communes de navires. Ah oui, on C'est comprend dire, tout. c'est dire que ça va vraiment, c'est réellement une alliance. Donc vous avez 3 grandes alliances qui sont nées. En fait, elles étaient nées déjà avant Covid, mais elles se sont réellement renforcées avec la période du Covid. Nous avons le numéro 1 et le numéro 2 qui se sont alliés, donc ils forment une alliance. C'est ce qu'on appelle les 2M, MSC et Maersk. En fait, maintenant, ils sont au même niveau, c'est des armateurs de conteneurs. Nous avons la deuxième alliance qui est entre, je pense, CMA, CGM, et CMA-CGM, le chinois COSCO et l'armateur Yangming, c'est un armateur de Taïwan, chinois de Taïwan. Taïwanais, ouais. Donc, c'est la deuxième alliance. Et il y a The Alliance, la troisième alliance, si vous voulez, c'est entre l'armateur allemand Hapag-Lloyd et l'armateur One, c'est un japonais qui regroupe plusieurs armateurs. Devant tout ça, il y a certains États qui essayent de réagir, parce que tout ça, ce n'est pas les États qui forment ces alliances, ce sont des alliances naturelles qui se font entre opérateurs de conteneurs. C'est des puissances économiques. C'est des puissances économiques qui sont là, dictent les règles. qui dictent leurs règles. Nous avons quelques États. Nous avons notamment la Corée du Sud qui a réagi et qui a fédéré 5 armements coréens de transport en conteneurs pour ce qu'ils ont appelé la K-Alliance, c'est-à-dire une alliance entre armements sud-coréens. Comment que ça va tenir? C'est tout récent. Comment que ça va tenir? C'est vraiment une partie à la réponse à ma question déjà. Oui, pour c'est Chine. la reconfiguration de... Maintenant, la Chine va-t-elle continuer à être l'atelier du monde ou pas? Ça, c'est une grande question. Je pense que dans les mois et peut-être les années à court terme, ça va continuer à... Mais il y a certainement un ressenti avec tout ce qui s'est passé quand vous savez que pour avoir un masque, il fallait le ramener de Chine. C'est ça. Je pense que les États ont commencé à réfléchir sérieusement Surtout les premières semaines de la crise. Oui, exact. Et on pense relocalisation. C'est ça. Et j'allais dire dans cette reconfiguration, l'Algérie a un rôle à jouer peut-être parce que c'est un marché, elle est toute proche du marché européen qui est très demandeur. Mais ceci est un autre peut-être. Alors, on sujet. parle de l'Algérie, très bien. Déjà que les choses étaient, j'ai envie de dire, compliquées avant le Covid, on était vraiment un marché à part pour le maritime, pour l'aérien. C'était compliqué, tous les opérateurs se plaignaient. Avec le Covid, on va dire que les choses se sont nettement compliquées davantage et aggravées. On en est où aujourd'hui par rapport à d'autres pays, par rapport à la région? C'est vrai que c'est une question complexe, mais bon, déjà on peut donner aux téléspectateurs une idée de Pour notre position. pour le transport maritime,
en Algérie, disons, signalé que les prix ont augmenté de 10 fois. Donc, on est passé de 2500 à 20 000. Provenance Asie. Provenance Asie. Par contre, pour la région de la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire les pays tels que l'Espagne, la France, l'Italie, la Tunisie, le Maroc, qui sont pratiquement à même distance d'Asie que l'Algérie, les prix n'ont pas été multipliés par 10. Ils ont été multipliés par 7 environ. Donc nous sommes quand même supérieurs à peu près 20, de la moyenne méditerranéenne, de 20% à peu près. Et ça, c'est le résultat de notre chaîne logistique interne en Algérie qui a ses contraintes, malheureusement. Est-ce qu'avec la crise sanitaire, cette chaîne est appelée à changer, à s'adapter, on va dire? Je ne sais pas si on peut aujourd'hui faire un commentaire là-dessus. Je ne sais pas quel commentaire on peut faire, mais pour qu'elle puisse s'adapter, il faut qu'il y ait une prise de conscience très nette de la part des pouvoirs publics de cette situation. Et ce n'est que les pouvoirs publics qui peuvent insuffler un rétablissement de cette chaîne logistique. D'accord. C'est clair. Pour ce qui est de l'aérien, on voit qu'il y a une volonté de l'État, en tous les cas, de multiplier les acteurs privés. Vous en êtes un. Oui. Alors, vous n'êtes pas des masses en Algérie. Non, on est 2 acteurs privés sur des avions, sur la petite aviation, disons. En plus d'Air Algérie et de Tassili Airways. Oui, des avions de 20 places. Alors, cette volonté de l'État d'ouvrir, elle a été affichée aujourd'hui concrètement, on en est où? Oui, cette volonté de l'État a été exprimée en premier lieu par le président de la République et aussi par le Premier ministre. Le ministre des Transports, M. Bekkay, a pris à bras-le-corps cette question. Donc, il y a eu des réunions avec des investisseurs potentiels et les opérateurs actuels. Bien sûr, le secteur peut s'ouvrir, mais la condition, c'est qu'il y ait quand même certaines modifications de textes, en particulier la loi de finances complémentaire de 2009, qui avait bloqué le développement de ce secteur. Et nous sommes le seul pays à avoir une telle disposition, le seul pays au monde. Et il y a d'autres textes qui vont venir, mais je crois que le problème est pris en charge sérieusement par les pouvoirs publics. Et je pense que dans les 2 ou 3 mois, on aura une modification de ces textes qui pourront, à ce moment-là, permettre une relance vers le privé de ce secteur. Un petit mot là-dessus, Nourine Azzouz? Oui, je crois que l'impératif de changement est dicté au moins par un élément, c'est la hausse fulgurante du prix à l'importation, qui s'explique aussi par un déficit en termes logistiques. Donc il y a réellement un effort à faire en ce qui concerne l'amélioration du système logistique pour qu'on ramène le prix de l'importation à des niveaux acceptables et qui ne soit pas d'un impact aussi dur qu'on le ressent aujourd'hui, par exemple, sur le consommateur final. C'est très important. Autre question aussi, élément aussi à soulever, c'est qu'il y a une mobilisation de l'État. Vous avez par exemple le pavillon national qui accuse un manque à gagner de très important. Selon les chiffres qui ont été donnés en juin, c'était autour de 40 milliards de dinars. Et encore, ça ne concernait qu'une partie de l'année. Donc, ça devrait culminer autour de 75 à 80 milliards de manque à gagner sur le chiffre. Ça demande une mobilisation très importante de l'État. Et l'État s'est déjà engagé pour ne pas... justement, pour ne pas... perturber le fonctionnement de ces... Pas seulement, pour ne pas manquer à sa responsabilité de soutenir le pavillon national, y compris pour les chiffres qui ont été donnés par Tassili. Ils sont autour de 373 millions de dinars de manque à gagner, y compris pour le maritime, pour le MTV. Là, vous avez un chiffre de 14 milliards de dinars de manque à gagner par rapport au chiffre d'affaires. C'est quelque chose quand même d'assez lourd et qui aussi concourt à ce qu'on en aille très rapidement, je l'espère en tout cas, à changer les règles dans le maritime par exemple, où la question du logistique pose réellement problème. Oui, Abdallah Sarra, il y a un point sur lequel vous souhaitez rebondir. Pour l'ouverture, j'allais dire, M. Bellay, il a parlé de transport aérien, je parlais du transport maritime. Effectivement, la volonté des pouvoirs publics, d'abord du président de la République, elle est là. Il a dit qu'il fallait ouvrir le transport maritime. Le Premier ministre également l'a clamé. Le ministre des Transports également le dit.
Mais sur le terrain, je m'excuse, ce que nous voyons, c'est que les choses n'évoluent pas. Les choses n'avancent pas. Alors, c'est un cadre juridique comme problème, c'est c'est texte d'application, absence de loi, qu'est-ce qui... Absolument. Oui, exact. C'est d'abord un problème de juridique. Nous avons un code maritime qui a fermé l'affrètement maritime aux sociétés algériennes. Donc, vous pouvez installer votre compagnie à Marseille, à n'importe où dans le monde. Vous pouvez faire du transport librement sur l'Algérie, mais si vous installez en Algérie, vous ne pouvez pas, disons, faire du transport maritime, ou de l'affrètement maritime, pardon. Vous ne pouvez pas faire de l'affrètement maritime si vous n'avez pas un navire en propriété. C'est la loi algérienne qui le dit. Et fatalement, avec cette loi, on a fermé pratiquement tout ce qui est affrètement maritime. Je prends le cas de l'OIS. C'est une loi récente ou... Non, elle a toujours existé. Elle a toujours existé. Elle date de 1998. Vous clamez pour que... On n'arrête pas de clamer pour qu'il y ait des changements. Pour qu'elle soit revue. Je prends le cas de l'OIC qui importe à peu près 10 millions de tonnes. Vous savez, avec 10 millions de tonnes, on peut faire une flotte énorme. Depuis le temps qu'elle importe 10 millions de tonnes, et il lui est interdit d'affréter des navires. Elle est obligée de faire des transports en coût et fret, c'est-à-dire qu'elle paye dans le contrat d'acquisition le fret maritime, le transport maritime. Et là, c'est des aberrations, je m'excuse, alors qu'il y a juste un petit article à modifier au niveau du code maritime et les choses pourraient aller beaucoup mieux. Bon, mais ça, ce n'est qu'un aspect du transport maritime. Là, vous avez parlé de l'armement national, c'était les deux CNAN plus le NTMB, donc Algérie Ferries. Oui. Malheureusement, c'est un armement qui est malade aujourd'hui. Quand je pense que nous l'avons appris à travers la presse il y a quelques semaines, quand vous avez 4-5 bateaux qui sont saisis à l'étranger, c'est quand même scandaleux. On n'arrive pas à comprendre comment un armement national, un flag national, c'est-à-dire le drapeau algérien qui est saisi un peu partout dans le monde. Ça, c'est du jamais vu. Hein. Donc, il va falloir quand même repenser ça, refondre complètement la structure du transport maritime en Algérie. Alors, deux petites questions pour terminer. D'abord, on a bien expliqué, on a bien dit, on a bien confirmé et affirmé que les secteurs, aussi bien transport marchandises, aérien et maritime, ont été fortement impactés par cette crise sanitaire. Est-ce que les leçons ont été vraiment apprises de la part des principaux acteurs de ces secteurs d'activité? Bon, pour l'aérien, au contraire, il y a eu une augmentation d'activité du fret aérien par rapport aux années précédentes. Maintenant, pour ce qui est du transport de passagers, comme je l'ai dit, il y aura certainement une restructuration. Il faudra aussi qu'au niveau national, il y ait des changements. On ne peut pas gérer Air Algérie comme on l'a géré avant, on ne peut pas gérer le pavillon national comme on l'a géré, même si, d'autant plus que l'État va être obligé de financer ou de prêter de l'argent à Air Algérie. Donc il faudrait, et le ministre, M. Bakay, a commencé, puisqu'il y a eu la création de la filiale maintenance, maintenant c'est opérationnel, donc il y a quand même une prise de conscience, maintenant ça dépend avec quelle vitesse ces réformes vont être appliquées sur le terrain. C'est ça. Ahmed Dahli, il y a eu de grandes tendances se dessinent depuis une ou deux décennies dans le marché des transports, surtout maritimes. Ces tendances sont en train de se confirmer aujourd'hui. L'image du docker et à l'ancienne et du débardeur, c'est fini ça. Aujourd'hui, c'est numérisation. Tatouage, muscle. C'est numérisation, c'est automatisation, c'est une main-d'œuvre extrêmement qualifiée parce que tout va être robotisé. Je parle des grands ports aujourd'hui, qui aujourd'hui sont au centre même du trafic et du marché du commerce maritime. Donc, les tendances qui sont en train de dessiner sont en train de se confirmer aujourd'hui. Et pour revenir à la question de l'Algérie, par exemple, c'est là où on se rend compte aussi le retard assez marqué en termes d'investissement dans les grandes infrastructures aéroportuaires aujourd'hui.
Et portuaire. Portuaire, pardon. Portuaire. Et qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui dans l'obligation d'avoir des sites portuaires qui sont... Et de revoir notre copie. Aujourd'hui, nous n'avons pas des ports en eau profonde. Ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir des porte-conteneurs qui viennent d'Asie ou des États-Unis. Tous les conteneurs que nous recevons de Chine ou d'Asie sont débarqués en Europe pour revenir dans des petits navires. Parce que les grands navires, on ne peut pas les recevoir. Quels sont je terminerai avec vous, les changements auxquels on devrait s'attendre dans le proche avenir, à plus brève échéance? Au niveau international, nous savons que les grands armateurs, actuellement, ce que j'ai appelé les alliances, sont en train de cogiter depuis 2 ans, déjà c'était avant le Covid, sur la blockchain. La blockchain, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une boîte sur une plateforme numérique qui va, si vous voulez, accompagner la marchandise depuis le chargement jusqu'à son déchargement. Et là, tous les opérateurs concernés, transitaires, banques, manutentionnaires, etc., vont aller dans la douane, vont aller dans cette boîte et puiser ce qu'ils doivent prendre, c'est tout. Donc c'est des techniques bien rodées. C'est en train d'être réfléchi. Je pense que ça va être mis sur le marché et puis tout le monde devra s'y plier. Il n'y a pas d'autre chose. S'y plier, et puis on verra qu'est-ce que c'est que cette machine-là. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir animé cette émission autour de ce fret avec ce titre « Tempête Covid » autour du fret. Merci à vous, Abdallah Seraï, Chekib Belaïli et Nourdine Azouz. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À la semaine prochaine. Bonsoir.